Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, amis de l'École du Changement, la RD Congo, depuis son accession à l'indépendance, est en train en tout cas de ne pas avancer, de ne pas se développer à cause de beaucoup d'antivaleurs dans la gestion de la chose publique. Et nous, aujourd'hui, avec mon invité, M. Isaac Bakoukou, qui est cofondateur de l'Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi. Il est conseiller politique du sénateur José Ndundu et communicateur de l'Ensemble pour la République. Avec lui, nous allons essayer en tout cas d'aborder la problématique de l'incurie qui caractérise en tout cas la gestion de notre pays depuis pratiquement notre accession à l'indépendance. L'État belge, les colonisateurs nous ont laissé quand même avec un État organisé où la loi était respectée, où ceux qui géraient la République en tout cas prenaient ses responsabilités. Mais aujourd'hui, nous sommes en tout cas en pleine incurie. L'incurie, c'est-à-dire le laisser aller, la négligence dans la gestion de la chose publique. Vous ne pouvez qu'aller par exemple sur les boulevards, sur nos artères ici à Kinshasa, voir les désordres dans la circulation automobile avec des motards qui prennent en tout cas beaucoup de liberté avec les codes de la route. Vous allez vous rendre compte par exemple dans la navigation où il y a aussi ces laissés-aller et qui provoquent autant de morts avec des naufrages à répétition dans notre pays. Partout où nous gérons notre État, il n'y a que de la négligence, il n'y a que de manque d'organisation. Isaac Bakoukou, je ne sais pas, vous êtes analyste, homme politique, communicateur d'Ensemble pour la République. Est-ce que vous avez aussi remarqué cette incurie dans la gestion de l'État congolais? Oui, merci pour votre invitation. Je voudrais de prime abord saluer vos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent à travers le monde et tous ceux qui nous suivent à travers l'Internet, et ici à Kinshasa et à l'intérieur du pays. Je voudrais profiter de l'occasion pour saluer la patience de certains Congolais par rapport à leurs propres droits, et ces droits ne sont pas respectés. Mais il y aura des efforts. Je pense aux gens qui ont des arriérés de 40 mois, 36 mois, des salaires ne sont pas payés. Et les gens qui sont brimés parce que ils revendiquent les changements de sa condition. Là, je pense aux enseignants du collège Mobutu et Sacré-Cœur qui on a désactivé parce que ils ont mené une grève. Je voudrais rappeler ici que la grève, c'est un droit, que soit sauvage ou avec un préavis de grève, ça reste une grève, et la grève n'a qu'une seule voie, qui est celle de concertation et négociation. Je pense que le ministre Tony Mwaba doit ramener à la raison pour boutiquer les négociations, parce que l'essentiel c'est de pouvoir respecter les engagements pris en Boudi, Bibois pour les salaires des enseignants. Ça aussi, ça s'appelle le changement, parce que si nous ne respectons pas les engagements, nous ne respectons pas les contrats, nous ne respectons pas les lois de la République, avec l'absence de leadership, avec l'absence de celui qui doit faire exécuter ces lois, eh bien, les changements n'auront jamais lieu dans ce pays. Oui, bon, Isaac Bakoukou, je profite en tout cas de cette brèche-là que vous avez ouverte pour quand même vous relancer sur ce sujet. Nous parlons changement et le ministre Tony Mwaba est issu en tout cas d'un parti politique qui s'est battu pendant autant de décennies pour le changement, contre la dictature de Maréchal Mobutu, contre la dictature de deux Kabila, père et fils. Et comment vous expliquez, lui qui est professeur de droit, et pour se poser un acte en tout cas qui énerve les droits et qui énerve même les lois de la République? Comment vous expliquez ces phénomènes-là? Parce que il faut comprendre l'origine du socialisme et du communisme. Tout pour le peuple et rien que pour le peuple. C'est la base, le fondement de partis
démocrate, la démocratie socialiste. On appelle les sociodémocrates. C'est-à-dire, c'est d'abord l'être humain, mais malheureusement, avec l'idéologie socialiste, ça ne correspond pas à ce qu'il fait. Parce que les droits acquis, les gens ne doivent pas se battre pour les droits acquis. Les gens doivent se battre pour le droit à acquérir. Je crois, salaire d'une personne, c'est un droit acquis. Vous savez, le mouvement en Europe occidentale, les gens se sont battus après la guerre 40-45. Il y avait plus de femmes dans le travail. Il y a eu des acquis. Et ces acquis sont préservés jusqu'aujourd'hui. Notamment la sécurité sociale, salaire minimum garanti, les allocations de chômage, les allocations familiales, les allocations pour les personnes à mobilité réduite, donc les handicapés. Tout ça, ce sont les droits acquis. Et quand le gouvernement a des partenaires sociaux, dans certains endroits, on parle conseil d'entreprise, on parle le conseil national du travail, et on parle le comité, les commissions paritaires, c'est-à-dire l'État et les partenaires sociaux, notamment les syndicats, qui se mettent ensemble pour discuter et arrivent à une solution. Et si l'engagement n'est pas respecté, la grève, c'est un droit. Je crois, M. Tony Mwaba, c'est un peu l'excès des ailes, pour qu'on sache qu'il est là, qu'il fait plus non. On ne brime pas les gens qui revendiquent leurs droits. Il est le chef du département du ministère de l'enseignement primaire et secondaire et technique, et il doit apporter des solutions. Ce n'est pas en désactivant deux. Et si aujourd'hui, la grève se généralise avec un préavis de grève, il va désactiver tous les enseignants du Congo. Ah, effectivement. Il devait prendre un modèle comme son collègue, le ministre, que je salue en passant, le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbungani, qui, les médecins sont en grève. Mais il n'a pas pris l'initiative de désactiver tous les médecins qui sont en grève et mettre les nouvelles unités pour travailler. C'est aberrant. C'est contraire à l'idéologie socialiste et c'est contraire à l'humanisme. Je pense que lui, il est professeur. Il y a des professeurs qui ont fait parfois des grèves sauvages. Lui, au moins, il n'a pas moins de 2000 $ en tant que professeur. Mais ceux-là se battent pour atteindre ne fût-ce que 208 $. Ils n'atteignent pas. Alors, bon sang. Il y a un schéma et celui de concertation, négociation pour parler. Et Isaac Bakoukou, tout ça aussi, c'est le fruit de notre manque d'organisation, même de prévoyance. Parce qu'on a décrété pratiquement cette gratuité de l'enseignement en supprimant la contribution des parents sans une préparation préalable. Vous prenez l'exemple de l'école Boboto, par exemple, que vous avez cité. Bon, un enseignant, avant la gratuité décrétée par le gouvernement, touchait par exemple 600 $. Mais aujourd'hui, il a un salaire de pratiquement un tiers de ce qu'il gagnait pendant des années. Est-ce que ça pose pas un problème de motivation? Ça pose un problème parce que les gens aiment réformer vite. Et toute réforme doit être accompagnée par le moyen. Ce n'est pas seulement dans ce secteur de la gratuité. Et dans le secteur de démembrement, c'est la même chose. Quand on est passé les démembrements de 11 à 26 provinces. Oui, voilà. de 11 à 26 provinces. Qu'est-ce que vous avez accompagné? Qu'est-ce que vous avez mis comme budget pour relancer les nouvelles provinces? C'est bien beau de réformer. Mobutu pour le Grand Kivu, il a pris beaucoup de temps. Mais ça, c'était avec un calcul politique que je trouve. C'est pour anéantir l'influence de certains leaders, de certains coins, les réduire. Et donc, pour réduire cette influence, il faut procéder au dénombrement. Bien que c'était prévu dans la Constitution,
Mais on n'amorce pas une réforme si on n'a pas le moyen. Il en est de même pour la gratuité. La gratuité, c'est une bonne chose. Mais même les gens qui ont initié la gratuité de l'enseignement primaire, même en Europe, tout n'est pas gratuit. Les cantines, c'est pas gratuit. Il y a un certain nombre de séries de choses pour que les enfants aillent à la piscine, pour que les enfants aillent à une visite, pour que les enfants puissent avoir les tenues de sport, les uniformes. Ce n'est pas gratuit. Ça veut dire que la gratuité, c'est au niveau des Minerval et autres. Alors, on a lancé la gratuité, c'est une bonne idée, mais on n'a pas intégré tous les paramètres pour qu'ils soient budgétisés. Ok, aujourd'hui, vous avez instauré le système de la gratuité, il y a l'afflux des élèves. Il y a un problème de capacité d'accueil. Avez-vous prévu l'augmentation de construction des écoles? Ça, c'est la première chose. Parce que il y a des enfants qui ne partaient pas parce que les parents n'avaient pas le moyen pour envoyer les enfants à l'école. Mais maintenant que l'école est gratuite au niveau de l'école secondaire, donc vous allez vous retrouver dans une école qui avait 25, il se retrouve à 70. Donc il faut de nouvelles infrastructures. Et de nouveaux enseignants aussi. Effectivement. Et dans la gratuité, ils n'ont pas prévu le produit nettoyant de l'école. Le papier toilette que nos enfants utilisent, la cantine et toute une série de choses n'ont pas été repris pour être budgétisées au niveau de la gratuité de l'État. Ça veut dire que la gratuité, ça devait toujours être accompagné avec le parent. Je vous ai parlé des droits acquis. Quelqu'un qui gagnait avant la gratuité $300. Et avec la gratuité, il est revenu à $150. C'est une aberration. Parce qu'un droit acquis, on ne le remet pas en cause. C'est ça le principe. Le droit acquis, on ne le remet pas en cause. Il appartient à ceux-là qui ont amorcé cette réforme de gratuité de mettre les moyens nécessaires pour que la gratuité fonctionne normalement sans brimer le droit des uns et des autres. Voilà, c'est noté. Donc la gratuité n'a pas été bien pensée selon Isaac Bakoukou et que les droits acquis doivent être pérennisés et qu'il fallait vraiment une bonne préparation pour amorcer cette réforme salutaire pour la République. Nous revenons maintenant à notre sujet phare, c'est l'incurie dans la gestion. Et nous allons nous rendre, pour prendre en tout cas un exemple, ce qui vient de se passer dans la province de la Mongala où il y a eu un naufrage. On parle de 200 morts, on parle d'autant de morts, de pertes en vies humaines, de marchands disparus, tout ça. Et c'est là pour la énième fois qu'on se retrouve devant une telle catastrophe. Et l'État n'a toujours pas, en tout cas, pris des dispositions pour essayer un peu de contrôler cette situation-là. On peut dire par exemple que non, ce sont les armateurs qui prennent trop de monde qui est prévu, qui prennent trop de marchandises qui est prévu, mais il y a l'État aussi qui doit réguler, l'État qui doit imposer aux gens les normes pour naviguer. Mais apparemment, tous ces services-là du commissariat fluvial, tout ça, le ministère des Transports, apparemment ne fonctionne pas. Mais parce que une grande partie de l'homme politique congolais est caractérisée par les fanatismes, les clientélismes, la cupidité et l'absence de l'amour du pays. Et quand ces histoires, ces ingrédients sont là, l'homme politique voit son ventre. Nous avons un problème sérieux quant à la prise en charge des Congolais sur le plan médical. Le ministre de la Santé est à la recherche de financement pour le principe que le président de la République a lancé, la couverture sanitaire universelle pour l'assurance maladie, qui pourra permettre aux Congolais de se faire soigner sans qu'une fois qu'ils se prennent devant une officine ou dans un hôpital, qu'on lui réclame de l'argent avant qu'il soit diagnostiqué.
Mais les gens ont tiré plaisir pour 500 personnes. 27 millions de dollars. 27 millions. Même dans le pays des démocraties où nous avions copié, je n'ai jamais vu en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse, en Allemagne, en Angleterre, on dote les députés par des véhicules. La politique, c'est une charge. On vient servir. On ne vient pas se faire de l'argent. On ne vient pas gagner indûment l'argent. Malheureusement, gagner indûment c'est ce qui se passe dans notre de pays. faveur ou de biens au détriment de la population. C'est ça. C'est situation malheureuse. C'est chaque jour. Si ce n'est pas dans la rivière Lulonga, c'est dans la rivière Kassai, dans le Lualaba, à Luozi, la rivière Chouapa, Lubangi, Ruki. Mais comme ils s'en foutent, ils ne voient que eux, ils ne foutent rien. Ils s'en foutent, ils peuvent mourir. Parce que dans un État où l'État existe, où la Constitution est respectée, les lois des républiques sont respectées, les textes réglementaires sont respectés, je crois, ces genres d'incidents malheureux ne pouvaient plus se reproduire. Il n'y a aucun dépositaire du pouvoir pour faire exécuter le texte de loi qui interdit toute une série de choses au niveau des armateurs et au niveau des navigants. Il y a le commissariat fluvial, il y a ceci et cela. Il n'y a aucun contrôle qui s'effectue. Parce que s'il y avait le contrôle et que chacune des autorités exerce son pouvoir, ses compétences, ces histoires seraient les histoires du passé. Mais le problème aussi, Zach Bagoukou, je rappelle que vous êtes cofondateur du parti de Moïse Katumbi, vous êtes conseiller politique de José Ndundu Bounongé, sénateur. Oui. Mais il y a aussi un problème. Nous avions, là où par exemple ailleurs les gens sont en train de progresser, mais apparemment au Congo, le problème c'est que nous régressons. Parce que vous vous souviendrez qu'à une certaine époque, sous le maréchal Mobutu, il y avait quand même une société nationale des transports, ONATRA à l'époque, qui avait toute une flotte et qui desservait la population, qui faisait voyager les gens dans de bonnes conditions. Mais quand la FDL est arrivée, qu'est-ce qu'on fait? On prend tous ces bateaux-là, on les transforme en bateaux de guerre et ils ont été détruits. Et l'État n'a même pas pu dédommager l'ONATRA pour remplacer ces unités de navigation fluviale. Mais aujourd'hui, là, comme on dit, la nature aurait du vide. L'État congolais ne sait plus en tout cas fournir un service de qualité à ses habitants. C'est la raison pour laquelle maintenant ce sont les privés qui prennent les relais et qui les font malheureusement avec des embarcations de fortune. Même si les embarcations de fortune, il y a une réglementation fluviale qui doit se faire, qu'on doit respecter. L'histoire de l'ONATRA, oui. L'ONATRA connaissait le problème à l'époque de Marshal Mobutu et s'est amplifié à l'époque de l'AFDL. Mais c'est manque de managériat. Tous ceux qui sont passés à la tête de l'ONATRA, ils n'ont jamais compris la philosophie pour laquelle l'ONATRA a été créé. On devait changer la gestion de l'ONATRA. Parce que l'ONATRA a été créé pour aller prendre le produit. Et c'était organisé. Il y a un remorqueur qui viendra le mardi à 12 h. Il sait qu'il va trouver une barge qui est là remplie de produits.
Et ainsi de suite. Et le grand courrier, les Beachachi Kokolo, faisaient la même chose. Aujourd'hui, on nous réhabilite Kokolo dans un contexte que Kokolo ne saura plus faire des choses. Oh, il y a des bateaux comme Gemena, Gungu et les autres qui sont là, Gobari, tout ça là, qui rentraient dans la rivière Ubangi, dans la rivière Kassai, vers Mouchi, Lougouk, Loulonga. Il fallait chercher le café, le bois, les cacao, et puis ramener ça à Kinshasa, avec des tonnes et des tonnes de produits. Non. Ceux qui sont venus pour gérer l'ONATRA, ils ont encore amplifié la souffrance de l'ONATRA, y compris le personnel de l'ONATRA. Donc il fallait cerner la philosophie dans laquelle l'ONATRA a été créé et que cette philosophie ne reflète plus la réalité d'aujourd'hui. Il fallait orienter l'ONATRA autrement. Et toujours dans les domaines du transport, toujours c'est laissé aller à cette incurie. Parce que vous parlez de l'ONATRA, vous vous souviendrez que le port de Matadi, par exemple, c'était un port de transit. Le marchandise devait venir de l'Europe, de l'étranger, et ça arrive au port de Matadi, ça prend les trains jusqu'à Kinshasa. Mais vous-même, vous vous rendez compte, par exemple, le port sec de Sokopa à Limité a été envahi par les constructions anarchiques, même les chemins de fer démontés. Et pourtant, en matière de transport, les Congo devaient aussi, comme l'avait dit Stalin, les Congo ne vaut pas un penny sans les chemins de fer. Donc on devait aussi quand même avoir un chemin de fer très développé et qui allait aider quand même le pays aussi à pouvoir assurer le transport des biens et des personnes. Non mais déterrer le rail, c'est une chose. Mais c'est au vieux au sud de l'État, c'est la propriété reste soit de l'ONATRA, soit de la SNCC. C'est aux autorités qui sont là-bas de faire respecter la loi. Mais le problème, c'est que ceux qui détiennent maintenant des lopins de terre dans ces sites de l'ONATRA détiennent des documents de l'État, des certificats d'enregistrement. Donc le jour où on va décider, par exemple, de pouvoir réhabiliter ces ports secs de Sokopao, mais on aura le problème. S'il fallait on n'aura pas le problème. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, bon, peu importe la manière dont il procède, le ministre de l'Habitat, il veut réapproprier la République de ses biens spoliés. Il y a beaucoup de biens de l'État qui ont été spoliés par des gestionnaires qui désaffectent. Il y a certains qui disent les biens 100 mètres et ils ont spolié, ils ont pris les biens de l'État. Et là où vont les choses, je pense que l'État pourra récupérer ses biens. Et les endroits où les gens ont construit, ils doivent s'attendre qu'un jour, ces endroits seront détruits pour que l'État reprenne ce droit. On va créer une crise sociale supplémentaire. Pardon? On va créer une crise sociale. Il n'y aura pas une crise sociale. Personne ignore la loi. Celui qui construit chez autrui, construit pour autrui. En venant là, il savait bien que nous tous, nous savions que c'est une propriété de l'État. En âme et conscience, mais comme l'État est devenu l'enfant pauvre, il n'y a personne qui défend l'État. Il n'y a personne, l'État est condamné partout. L'État n'a pas de défenseur. Même les fonctionnaires, ils crucifient l'État, mais quand l'État va se remettre sur le rail pour récupérer ses biens, ça ne sera pas une crise sociale. Il y a les domaines privés de l'État, il y a les domaines publics de l'État. Donc, l'État retrouvera ses droits. Et les gens qui s'approprient indûment du bien appartenant à l'État, ça c'est leur problème. Parce que l'État a l'impérium. Et on ne peut pas prendre le bien de l'État ni avec les désaffectations de l'OSIR, tout cela est consort. L'État a ce pouvoir-là
L'État peut exproprier, prendre un endroit pour question des raisons d'utilité publique. Mais on n'exproprie pas l'État. Donc l'État a son pouvoir. Au moment venu, l'État reviendra et récupérera ses biens spoliés par des fonctionnaires indélicats. Bon, quand l'État aura décidé même de récupérer ses biens, il va falloir aussi que l'État puisse s'en prendre à ces préposés qui avaient favorisé ce genre de désordre, par exemple. Mais c'est ça. Il faut qu'il y ait une conversion de la mentalité. Le changement aussi sur la conversion de la mentalité. Avoir des fonctionnaires asexués. Avoir les fonctionnaires qui ont le droit, qui ont le devoir d'ingratitude. J'ai toujours pensé qu'un jour, si on pouvait organiser les élections dans le secteur bien précis pour désigner numéro 1. Je donne par exemple au parquet général de la Gombe, que le procureur général de la Gombe soit désigné par le Conseil supérieur de la magistrature. Il en est de même pour le procureur de la République. Ça veut dire que ce procureur aura un mandat de 5 ans pour travailler. Et si le Conseil supérieur, ses pairs, estime qu'il a très mal travaillé, eh bien, il ne pourra pas être reconduit. Comme dans certaines entreprises. Parce que la nomination entraîne quelque part le devoir de redevabilité. Et vu la mentalité des Congolais, il faut un devoir d'ingratitude. Vous me nommez, merci beaucoup, mais quand je suis procureur, j'enquête, j'ai toqué, il y a des indices sérieux pour vous inculper, je le fais. Le procureur de Tel Aviv a fait contre celui qui avait fait nommer procureur de Tel Aviv, le Premier ministre Benjamin Netanyahu, comme il m'a appelé Bibi. C'est ça. Nous voulons des fonctionnaires qui ont le devoir d'ingratitude. Mais ce genre de réformes, ce genre de changement de mentalité, ça doit venir aussi du sommet pour que ça soit imposé au niveau de la Oui, base. il faut un leadership. On ne peut pas les décréter par un discours. Il faut un leadership avisé pour que la population suive. Et je pense, avec l'abondance d'amour que le président de la République a, il va essayer d'impulser pour que les Congolais se disent « Je suis au service de la République et je suis au service du citoyen. Et je ne suis pas au service des individus. » C'est ce que moi je qualifie le devoir d'ingratitude. Et si on vous posait la question de savoir, depuis que la RDC a connu l'alternance en janvier 2019, qu'est-ce qui a changé dans la gouvernance du pays et qu'est-ce que vous auriez souhaité que ça change, que ça n'a pas encore changé? Bon, ce qui a changé, c'est que la prison de Makala a bougé. Mais peu importe ce qui était... la prison de Makala a bougé. L'inspecteur général de l'IGF était étouffé. Aujourd'hui, il fait correctement son travail. Donc, je suppose qu'avec cet élan, il appartient à tous les Congolais d'améliorer, de s'amender, de faire le travail, c'est dire que non, je suis là où je suis au service de la République. Je ne suis pas au service des individus. Je suis au service du peuple congolais et je dois défendre l'intérêt du peuple congolais et l'intérêt de la République. Voilà les choses qui peuvent faire avancer les Congolais et la République. C'est une question de conscience, c'est une question de mentalité et c'est une question de vouloir un développement. La somme de tout ça, c'est le progrès et vous allez voir que la condition sociale des Congolais va s'améliorer. Aujourd'hui, on nous dit les recettes au niveau des DGI et des GERAD ont triplé, sur même à 120 à 150%. Pourquoi? Il y a une conscience. La peur du gendarme. Il y a une conscience. Donc il faut que celui qui a une petite parcelle du pouvoir doit l'exercer correctement. Si
il passe outre, il est poursuivi, arrêté, et voir ce bien saisi, vendu en vente publique. Mais le problème aussi, c'est la culture politique paroissiale qui caractérise aussi la gestion de l'État au Congo. Si par exemple, M. X est arrêté, poursuivi pour détournement des deniers publics, mais vous allez vous retrouver devant le gens de sa communauté qui vont passer à la télé, dans les médias, en train de dire voilà, c'est une persécution, c'est un acharnement contre notre frère tribal ou provincial. C'est ça aussi le problème. Le magistrat s'en fout. Le magistrat se base sur la loi et s'il le fait, les indices sérieux qu'il a découverts à l'encontre du prévenu. Il y a beaucoup de délinquants. Les gens dans ces Congos aiment bien gérer et ils n'aiment pas contrôler, qu'ils soient contrôlés. Vous allez me dire vraiment que l'immeuble intelligent a coûté 51 millions de dollars. Tu prends l'immeuble de l'Ecobank. C'est moins de 10 millions de dollars, mais il a même le parking souterrain. L'immeuble intelligent n'a rien. Vous pouvez même imaginer que non, les 1000 écoles qu'on nous avait promis, est-ce qu'on peut nous démontrer les 1000 écoles? Les terrains municipaux, inachevés, mais l'argent sont sortis. Vous allez au municipal, vous allez à Barumbu, vous allez n'importe où. Bon sang. Mais le magistrat n'est pas lié. Il faut que ceux qui gèrent qu'une petite parcelle du pouvoir de l'État, ça aussi c'est le changement, doivent s'attendre que sa gestion doit être contrôlée et s'il y a les détournements, poursuivis par la justice. C'est ça le changement. Ok, 30 secondes, Isaac Bakoukou, votre mot de conclusion, parce que nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Mais je voudrais remercier le président de la République pour, et les ministres de l'économie, le ministre des Transports et surtout les DG de Congo Airways. Je partais à l'Équateur avec 195 $ les billets, mais aujourd'hui, les billets est à 90 $. Éco et business à 100 $. Regardez les changements. Et alors, il faut se poser la question, pourquoi on payait ces montants, mais ces gens-là ont des arriérés des salaires? Parce que j'ai laissé en Bandaka, Congo Airways, 9 mois d'un paiement, RVA, 36 mois, même à Kinshasa, on paye un groupe et les acomptes. Je vois les DG, il y a 2 mois que je suis rentré, mais ils vont commencer à avoir leur salaire régulièrement et on va régulariser les arriérés. Voilà. Donc, et aujourd'hui, on peut me justifier pourquoi les billets coûtaient 190 et 300 $ pour le business class. Et aujourd'hui même, Congo Airways fait 2 fréquences pour la ville de Mbandaka. Une fréquence avant midi, l'autre, ça veut dire qu'il peut faire 300 personnes. Et quand tu fais 300 personnes pour 100 $ pour une distance de 45-55 minutes, c'est beaucoup d'argent. Donc, chacun, là où il est, si il met son intelligence, son courage, son amour de la République, on sortira ce pays du bourbier que la FDL nous a laissé. Merci beaucoup Isaac Bakoukou, cofondateur d'Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi Chapoué. Vous êtes également conseiller politique du sénateur José Ndoundou Bonongué. Vous êtes communicateur d'Ensemble pour la République. Merci en tout cas d'avoir été le professeur dans notre cadre du changement de cet après-midi. Rendez-vous en tout cas est pris prochainement avec vous et pour nos téléspectateurs. C'est pour un nouveau numéro, un autre numéro de votre émission École du Changement. Une émission en tout cas qui est là, qui reçoit des acteurs sociaux et politiques pour parler changement, pour parler en tout cas changement de gouvernance et de mentalité au Congo. Merci de nous avoir suivis. Restez en tout cas branchés sur le programme de votre chaîne, Canal Congo Télévision et votre radio, la Radio Liberté Kinshasa. Bye.